L'histoire que je vais vous raconter est celle d'une jeune femme brillante, mais dont personne ne connaît son véritable nom. Pendant des années, elle a vécu sous de fausses identités. Son enfance, son adolescence et sa vie de jeune femme ont toutes été façonnées par un seul homme. Ce récit, c'est celui d'une disparition, d'un mensonge et d'un secret qui mettra des décennies à éclater. Tout commence en 1990 sur le bord d'une route de l'Oklahoma, où des passants découvrent le corps d'une jeune femme gisant sur l'asphalte. Elle est alors âgée de 20 ans. Dans un premier temps, on pense à un banal accident de voiture, mais les blessures de la jeune femme vont très vite raconter une autre histoire. Les hématomes, les traumatismes crâniens et des blessures qui ne datent pas d'aujourd'hui vont mettre en doute les médecins sur la cause de l'accident. Mais malheureusement, l'état de la victime va commencer à se dégrader et finira par succomber de ses blessures à l'hôpital. Son mari, qui est plus âgé qu'elle, vient identifier le corps et la désigne comme étant Tonya Hughes. Mais très vite, les policiers vont comprendre qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans ce qui vient d'être dit. Lorsque la police déclare la mort de Tonya Hughes et contacte sa mère, celle-ci tombe des nues, car en effet, sa fille Tonya Hughes est décédée depuis des années et elle n'avait que 18 mois. Mais alors, qui est cette jeune femme ? Le mystère ne fait que commencer. Cette jeune femme de 20 ans laisse derrière elle un petit garçon qui se prénomme Michael et qui a alors 2 ans. Celui-ci est mis rapidement dans une famille d'accueil le 1er mai 1990, car son comportement en présence de son père est très étrange. Celui-ci est complètement éteint, il ne parle pas et surtout, il n'aime pas son papa. En famille d'accueil, Michael, dans les premiers temps, se montre assez difficile car il ne boit que du Pepsi et ne mange qu'au biberon. Mais très rapidement, il fait une belle transformation et commence à s'ouvrir pleinement à sa famille d'accueil. C'est un petit garçon qui commence à s'épanouir et qui arrive tant bien que mal à surmonter la perte de sa maman. Pendant presque 4 ans, Michael y va vivre dans cette famille d'accueil, très loin de son père. Mais ce dernier n'a toujours pas digéré le fait que l'on place son fils, et donc tente par tous les moyens de récupérer la garde de son enfant. Il insiste, il multiplie les recours, et arrive même à obtenir un droit de visite. Durant ces visites, la famille d'accueil constate que Michael n'a pas envie d'aller voir ce père, il se sent mal, et il le trouve particulièrement méchant. Mais voilà, les procédures font que il est obligé d'aller voir son papa. Puis un jour, les services sociaux décident de faire un test ADN pour vérifier la paternité de l'homme. Et là, le verdict tombe, Michael n'a aucun lien biologique avec cet homme. Mais alors, qui est cet homme qui se fait passer pour son père depuis des années et qui bataille pour obtenir sa garde ? Et surtout, mais pourquoi voulait-il à tout prix garder Michael ? Le 12 septembre 1994, dans l'Oklahoma, la situation va basculer. Un homme va faire irruption dans une école, va prendre le directeur en otage et l'obligeant à enlever un enfant. Quelques heures plus tard, le directeur est retrouvé ligoté, bâillonné dans une forêt autour d'un arbre, mais l'enfant, lui, reste introuvable. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Michael. Désormais, c'est le FBI qui est chargé de l'affaire car il s'agit d'un enlèvement d'enfants et c'est l'agent Joey Fitzpatrick qui est spécialisé dans ce domaine qui est chargé du dossier. Le mari de Tonya, Clarence Hughes, est alors recherché par le FBI. Les enquêteurs s'intéressent alors à son passé et découvrent très rapidement que son identité n'est pas réelle. Clarence Hughes était en réalité un nom d'emprunt. Il s'appelait en réalité Franklin Floyd, et derrière cet homme se cache un criminel multirécidiviste. Son passé révèle qu'il a fait pas mal d'agressions, des braquages, qu'il a été en prison, et surtout en fait, qu'il est en cavale depuis presque 20 ans. Et face à cette découverte sur son passé accablant, le FBI commence à avoir des doutes sur la cause du décès de Tonya. Au même moment, il y a un appel à témoins qui est fait pour la disparition du petit Michael. On diffuse sa photo ainsi que celle de Clarence Hughes sur toutes les chaînes d'information. Et sur l'un des postes de télévision, une personne reconnaît l'homme comme étant le père de sa meilleure amie, qui s'appelle Sharon Marshall,
lorsqu'ils étaient au lycée. C'est alors que le FBI va découvrir avec effroi la réalité. La jeune victime de 20 ans, Tonya Hughes, est en réalité Sharon Marshall, et le mari qui l'avait identifié et qui a kidnappé Michael est en réalité son père. Sharon était une élève brillante, belle, intelligente et surtout aimée de ses camarades. Elle rêvait de devenir ingénieure aérospatiale et elle avait même réussi à se faire accepter dans une prestigieuse université. Sur le tableau, tout semblait lui sourire, mais malheureusement, il y a une ombre qui était cachée derrière elle. Un jour, Sharon va découvrir qu'elle est enceinte. Ses plans sont totalement chamboulés, elle va même décider d'abandonner ses études pour rester auprès de son père. Mais son père, aux yeux de sa meilleure amie, est un homme très étrange. Elle le trouve à la fois autoritaire et inquiétant. Lorsqu'elle se fait interroger par le FBI, elle raconte que Sharon n'avait pas forcément l'autorisation de téléphoner lorsqu'elle était chez elle, et que son père se montrait violent et menaçant. Elle a même raconté qu'un jour, alors qu'elle était en train de faire une pyjama party avec Sharon, elle a découvert dans l'un des tiroirs de la chambre de Sharon que son père lui offrait de la lingerie sexy, ce qu'elle trouvait déjà à l'époque très malsain. Elle comprenait pas pourquoi son père lui faisait ce genre de cadeau. Et il y a un autre événement qui l'a marqué ce jour-là, c'est que le père de Sharon est rentré violemment dans leur chambre et a pointé une arme à feu sur les deux filles. Ça l'a mis particulièrement mal à l'aise étant donné qu'elles étaient en train de se changer toutes les deux, donc elles étaient à moitié dénudées, et ça l'a d'autant plus traumatisée quand le père lui a demandé de mettre un coussin sur sa tête pour l'empêcher de voir qu'il était en train d'abuser de sa fille. Mais pour Sharon, malheureusement, ce genre de comportement était devenu une habitude. Et elle a supplié sa meilleure amie de n'en parler à personne, ce qu'elle a fait. Elle a également fait une remarque sur l'album de fin d'année qu'ils avaient tous fait au lycée, où c'était une tradition pour les parents de mettre une photo de leur enfant, principalement quand ils étaient bébés, et de mettre une phrase par rapport à l'évolution qu'ils avaient fait de leur enfance jusqu'au lycée. C'était une façon d'exprimer leur fierté et le chemin parcouru. Mais le père de Sharon, au lieu de faire comme tout le monde, a mis une photo sexy de sa fille. On comprend rapidement que Sharon est sous l'emprise de Franklin Floyd et qu'elle va être contrainte d'abandonner ses ambitions. En effet, arrivée à la fin de sa grossesse, Franklin Floyd va l'emmener elle et son bébé en Arizona pour pouvoir l'abandonner. Donc avant même de voir le visage de sa petite fille qu'elle mettra au monde, il sera directement donné à une famille. Après ça, Franklin Floyd va pousser sa fille à rentrer dans un club de striptease réputé du nom du Mont Vénus, qui a pour réputation d'embaucher les plus belles filles du monde. Et il va également la forcer à se prostituer pour amener un maximum d'argent. Et elle, elle obéit parce qu'en fait, elle n'a pas le choix. Pendant cette période, elle tombe une seconde fois enceinte et donne naissance au petit Michael. Et dès cette naissance, Franklin Floyd va utiliser Michael comme moyen de pression sur Sharon. Certaines de ses collègues expliquent qu'elle percevait sur le corps de Sharon des bleus et expliquaient qu'elle avait parfois un comportement très étrange vis-à-vis de son père lorsqu'il venait au club de striptease pour la voir. Elle était un peu plus renfermée, mais trouvait extrêmement malsain cette situation que le père vienne voir sa fille dénudée dans un club de striptease. À cette époque, elle vivait avec son père dans un mobil-home qui se trouvait dans un parc de résidence mobile. À la naissance de Michael, elle demande à une jeune fille de 15 ans d'être la babysitter de son fils. Cette jeune fille habite également dans le parc de résidence mobile et explique que Sharon recevait souvent la visite d'une belle femme qui roulait en Corvette et qui était extrêmement classe. Cette jeune femme, elle s'appelle Cheryl et elle travaille en fait avec Sharon au club de striptease. Tout comme Sharon, Cheryl n'a pas envie de finir sa vie comme stripteaseuse, elle rêve de devenir mannequin et de poser pour le magazine Playboy. Alors que la babysitter est en train de surveiller Michael, elle tombe sur une cassette d'enregistrement où elle découvre en fait que Sharon et Cheryl sont filmés seins nus sur la plage et qu'au bout de la caméra, c'est son père. Elle trouve ça extrêmement bizarre et très malsain que son père filme sa fille comme ça, et surtout l'ami de sa fille qui a plus ou moins le même âge qu'elle. Franklin Floyd se justifie comme il peut et explique en fait que s'il a fait cette vidéo, c'est pour la présenter au magazine Playboy. Son comportement avec Cheryl va déraper, il va tenter de coucher avec elle et va se montrer extrêmement violent, au point où Cheryl va totalement disparaître des radars. Le FBI, de son côté, continue l'enquête et décide d'interroger le voisinage. C'est là qu'un des voisins leur montre une photo de Franklin Floyd et de sa fille Sharon. Mais les inspecteurs, quand ils découvrent cette photo, trouvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le truc, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi. Alors ils vont fouiller dans le passé de Franklin Floyd et vont vite découvrir que Sharon ne peut pas être sa fille biologique. Car en fait,
au moment de sa conception et de sa naissance, il était en prison. Le FBI réalise alors qu'ils ont peut-être affaire à une petite fille qui a été kidnappée. Mais donc, qui est-elle? D'où vient-elle? Et surtout, comment s'appelle-t-elle? Pour retrouver Franklin Floyd et Michael, le FBI décide de dresser son comportement. Et il passe en revue tous les noms d'emprunt qu'il a pu utiliser depuis le début de sa vie. Il décide alors de fournir aux patrouilles de police une liste de tous ces noms, et l'un de ces noms ressort d'un service administratif. Un certain Warren Marshall aurait fait la demande de renouvellement de son permis de conduire dans le Kentucky. Joey Fitzpatrick a alors une idée qui s'avère être incroyable. Il va demander à un agent du FBI de se faire passer pour un livreur UPS afin de lui délivrer son fameux permis de conduire. Et lors de cette livraison, c'est l'arrestation. Mais très vite, il y a un problème qui va être révélé, c'est qu'il n'y a pas Michael. Les enquêteurs interrogent le voisinage pour trouver quelconque trace de Michael, mais en fait, ils sont tous formels sur un fait. Franklin Floyd vit depuis 6 semaines sans aucun petit garçon. Mais alors, où est Michael? Par le biais de preuves indirectes et aussi par le témoignage de la meilleure amie de Sharon, le FBI arrive à faire inculper Franklin Floyd pour l'enlèvement du petit garçon. Et il sera condamné à 52 ans de prison ferme. Mais en 1995, il y a un rebondissement. On retrouve une tête qui est dans un état de décomposition avancée dans le parc résidentiel mobile. La victime est alors identifiée comme étant Cheryl Ann Comesso. Cheryl qui était l'amie et la collègue stripteaseuse de Sharon Marshall. Les enquêteurs, en retraçant le parcours de Franklin Floyd, se sont rendus compte qu'il avait pris la fuite le soir même de la mort de Cheryl en compagnie de Sharon et de Michael. Et pour éviter d'être arrêtés par la police, Franklin avait décidé de changer leur identité, qu'ils avaient volée sur des tombes dans un cimetière, et de se marier avec sa propre fille. Car en effet, comme la police recherchait un père de famille avec sa fille et son petit-fils, il n'irait pas chercher un mari avec sa femme et leur enfant. Mais ce n'est pas tout. Sous la camionnette de Franklin Floyd, on va retrouver un paquet de photos où l'on retrouve des clichés de Cheryl, dénudée, battue, ligotée sur le lit de Franklin Floyd. Ce sont des preuves accablantes et suffisantes pour l'inculper cette fois-ci, non pas d'enlèvement, mais de meurtre. Et pour lui faire encourir la peine de mort. Et c'est chose faite parce qu'il finit par être accusé de meurtre et être condamné à mort. À la fin des années 90, l'affaire s'enlise. Les enquêteurs y sont au point mort, ils n'arrivent pas à savoir qui est réellement Sharon Marshall, et surtout n'ont aucune trace de Michael. Mais un jour, un journaliste et auteur, Matt Birbeck, va s'intéresser à un cliché qu'un de ses amis lui montre. C'est en fait la photo de Franklin Floyd et de sa fille Sharon Marshall. Il découvre alors toute l'histoire qu'il y a autour de Sharon et de cet homme, et ce qu'il découvre en fait le hante complètement. Il va alors écrire un livre où il raconte l'histoire de cette jeune fille qui est brillante, mais qui a été réduite au silence par un homme monstrueux. Et ce livre, à sa publication, il va faire un effet boule de neige sur les réseaux sociaux. Les lecteurs, des médias et même des anciens agents du FBI vont se replonger dans cette affaire pour tenter de retrouver l'identité de Sharon Marshall. Parce qu'en fait, tout le monde veut savoir qui est cette jeune fille. Matt va même jusqu'à interroger Franklin Floyd dans l'espoir qu'il révèle la véritable identité de Sharon, mais sans succès. Lorsqu'il va sur place, il parle de son enfance, de ses souffrances, et surtout nie totalement tous les faits qui lui sont reprochés. Mais la publication du livre va faire en sorte que l'on retrouve la petite fille de Sharon Marshall, celle qu'elle avait abandonnée juste après le lycée. Malheureusement, l'ADN de la petite fille ne mène nulle part et on n'arrive pas à retrouver les parents de Sharon Marshall, ni même sa véritable identité. Ce n'est qu'en 2014 où on aura enfin une réponse. 2 agents du FBI, Scott et Nate, décident d'aller interroger Franklin Floyd dans le but de le faire craquer. Pendant des heures, ils vont poser des questions à Franklin sur Michael, sur Sharon, sur les disparitions et les abus qu'il a pu faire. Au départ, Franklin reste totalement silencieux, mais à un moment donné, il craque. Il va alors révéler des détails macabres. Le petit Michael a en fait été abattu de 2 balles dans la nuque et enterré aux frontières de l'Oklahoma et du Texas. Et ensuite, il décide de donner la véritable identité de Sharon Marshall. Cette jeune femme, dont certains l'ont connue sous le nom de Tonya Hughes et d'autres sous le nom de Sharon Marshall, s'appelle en réalité Suzanne Sevakis. Suzanne Sevakis, elle est née en 1969
dans une famille aimante. Son père, Cliff Sevakis, et sa mère, Sandra Brandenburg, ont malheureusement connu des circonstances difficiles. Cliff a participé à la guerre du Vietnam, était malheureusement très absent lorsque Suzanne est née. Et lors de son retour, Cliff avait complètement changé. Sandra a alors décidé de divorcer et de se remarier avec un autre homme avec qui elle aura 2 autres enfants. Mais son mariage ne va pas tenir et va se retrouver à vivre dans une caravane avec ses 3 enfants. Le problème étant qu'un jour de tempête, la caravane se retourne et est complètement inhabitable. Elle se retrouve alors sans logement et sur le point de perdre ses 3 enfants. Elle est complètement désemparée, se retourne même vers son ex-mari pour qu'il tente de reprendre les 3 enfants, mais malheureusement, avec la guerre du Vietnam, il a encore pas mal de séquelles et elle se sent pas du tout capable de pouvoir élever non seulement sa fille, plus ses 2 autres enfants. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la mère de Suzanne, Sandra, va tomber sur Franklin Floyd. Il va la rassurer, lui inventer un bobard, la forcer à se marier avec lui, pour ne pas perdre la garde de ses enfants. Et c'est une fois mariée que Sandra se rend compte à quel point elle s'est mise dans un pétrin pas possible. Franklin se montre extrêmement violent, il est humiliant et lui donne très peu d'argent pour survivre au quotidien. Un jour, alors qu'elle va chercher des couches-culottes pour ses enfants, elle fait un chèque en bois, ce qui lui vaut un emprisonnement de 30 jours. Et elle se retrouve alors en prison. Lorsqu'elle sort de prison, elle réalise en fait que Franklin Floyd est parti avec Suzanne. Elle tentera de porter plainte, mais comme ils sont mariés, la police ne prendra pas en compte la tentative d'enlèvement. Surtout que la mère vient de faire de la prison. Et pour elle, elle le vivra vraiment comme une injustice et ne se pardonnera jamais de cet acte. Et en 2017, sa fille biologique va changer la pierre tombale de Tonya pour mettre sa véritable identité, Suzanne Sevakis. Concernant Franklin Floyd, il est décédé le 23 janvier 2023 dans le couloir de la mort et il n'aura jamais été exécuté. Franklin Floyd n'aura pas détruit que la vie de Suzanne et Michael, il aura aussi détruit son entourage, sa famille, ses amis, la famille d'accueil de Michael, ainsi que ses collègues.